Bonjour tout le monde. Bonjour à Mais- tous. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lise Pimard, je suis la directrice générale de la société Agrumes, donc la société Agrumes qui organise ce webinaire aujourd'hui. Et donc, vous l'avez compris, aujourd'hui, je suis accompagnée de Colomban de la Monneraie, qui se présentera à son tour, mais qui est avocat en droit social, un peu de teasing. Et voilà, je vais en profiter pour vous parler rapidement d'Agrumes pour ceux qui ne nous connaissent pas. Agrumes, c'est un logiciel de préparation et de suivi des procédures RH qui a été développé par des avocats en droit social. Quel hasard. Et ce logiciel, il permet de digitaliser toutes vos procédures RH, de l'embauche de votre salarié à la rupture du contrat de travail, mais en restant en conformité avec les dispositions légales et conventionnelles de votre entreprise qui sont du coup codées dans le logiciel. Alors, si vous ne connaissez pas Agrumes, je vous encourage vivement à nous demander une démonstration. Vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse contact@agrumes.fr que je taperai dans le chat quand Colomban commencera à parler. Et je laisse à nos clients qui sont connectés mettre un petit mot pour dire à quel point ils sont satisfaits de l'outil Agrumes. Je vous encourage vivement à nous solliciter pour tester ce super logiciel. Alors, pour revenir au webinaire de ce jour, arrêtez mon moment publicité. Nous allons aborder un sujet d'actualité issu de la longue et très longue saga des congés payés et maladies. Et voilà, Colomban, je te laisse te présenter Zest et expliquer un petit peu ce qui va se passer pendant l'heure à venir. Bonjour à tous. Donc Zest, c'est le cabinet d'avocats qui est derrière Agrumes, en fait, qui entretient, met à jour, développe de nouvelles procédures et également conseille nos clients, enfin en tout cas les utilisateurs d'Agrumes qui souhaitent avoir un accompagnement avocat. Dans cette démarche, on essaye d'être à la pointe de l'actualité. Les congés payés et maladies, évidemment, c'est un sujet qui est incontournable aujourd'hui. Ok. Bon, désolé, c'est parti. Alors, congé payé maladie, tout comprendre en une heure. Donc, l'idée, comme disait Lise, c'est vraiment de vous mettre dans une position de comprendre ce que vous allez devoir faire dans le futur et on va moins expliquer les rouages juridiques qui sont un peu particuliers, on va dire, et carrément barbants. L'idée, vraiment, est d'avoir une approche pratique, pragmatique du sujet. Alors, on va revenir un petit peu, enfin, en un mot sur le problème, pourquoi on en est arrivé là. En deux mots, on a une règle européenne qui est ultra simple, qui prévoit que les salariés ont droit à un congé annuel minimal garanti de 4 semaines. C'est un article de la directive 2003/88/CE. Et c'est tout. Donc on le matérialise par 4 semaines de congé payé. En France, on présente les choses un peu différemment. On prévoit que la durée du congé annuel et on acquiert des jours de congé, 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif. Sachant qu'il y a 12 mois, on arrive à 5 semaines de congés payés, là, je ne vous apprends rien, ce qui est donc conforme, par principe, à la règle européenne. Le problème est dans la définition du travail effectif. On a un texte qui va assimiler certaines périodes d'absence comme du travail effectif, notamment l'accident du travail ou la maladie pro, mais ce texte-là va préciser une limite, 1 an. Et à contrario, les périodes d'absence pour cause de maladie non professionnelle ne sont pas assimilées à du travail effectif. Donc, les personnes qui seront absentes pour maladie ne vont pas acquérir de congé. 2 mois d'absence, je schématise un peu. Supprime une semaine, on est encore dans la partie, dans le respect du droit européen. Par contre, après 2 mois d'absence, 4 mois d'absence, on perd une semaine de congé supplémentaire et on n'est pas content. Alors comme ça paraît simple, hein, il y a eu beaucoup de va-et-vient, de solutions qui ont été imaginées pour être conforme à cette règle simple. Encore une fois, tout salarié en Europe doit avoir 4 semaines de congés payés par an. Petite prise sur tes slides de la Alors, solution.
C'est un smiley qui grince, parce qu'on a trouvé que la solution était assez grinçante. En tout cas, faire grincer pas mal de dents. On est arrivé sur un système, un dispositif extrêmement, alors qui peut paraître simple, puisqu'il s'exprime en 4 règles. Vous avez 3 règles même, vous allez les voir. Mais ça soulève un certain nombre de questions. Et surtout, ça va nous mettre dans des situations inextricables. Donc, c'est le travail qu'on a fait. On a vraiment décomposé, vous allez voir avec des schémas, mois par mois, pour voir comment traiter les situations de la manière dont elles vont se présenter. Première règle. Pendant un arrêt pour accident ou maladie d'origine non professionnelle, le salarié en maladie non professionnelle acquiert 2 jours ouvrables par mois ou 24 jours ouvrables par an. Simple. Deuxième règle. L'employeur doit informer tout salarié dans un délai d'1 mois suite à son retour dans l'entreprise après un arrêt maladie. L'information doit porter sur le nombre de jours de congé dont il dispose et la date jusqu'à laquelle ils peuvent être posés. Voilà, comme ça paraît simple. Troisième règle, un salarié qui n'a pas pu poser tous ses congés payés au cours de la période de prise des congés payés, pour cause de maladie ou d'accident, pourra les reporter pendant un délai de 15 mois. Toujours simple. Point de départ du délai qu'on vient d'évoquer, il va différer selon la période d'acquisition de congés. Si on est sur des congés qui ont été acquis avant le départ du salarié en maladie, ou s'il s'agit de congés qui sont acquis pendant cette période de maladie qui est inférieure à 1 an, dans ces cas-là, le délai va courir au moment de l'information que l'employeur va faire au retour du salarié dans l'entreprise. Et si on parle de congés qui ont été acquis pendant un arrêt maladie supérieur ou égal à 1 an, il y a un système d'écrêtage. Donc, je ferai référence à cette règle en parlant d'écrêtage. Le délai va courir pendant 15 mois à compter de la fin de la période au cours de laquelle les congés ont été acquis. Voilà, bon là j'imagine que vous avez compris les mots, vous ne visualisez pas forcément l'effet que ça va donner, et c'est ce qu'on va essayer de représenter. Première règle. Pendant un arrêt pour accident ou maladie d'origine non professionnelle, le salarié en maladie non professionnelle acquiert 2 jours ouvrables par mois ou 24 jours ouvrables par an. Donc c'est simple. Vous travaillez un mois, vous savez avoir 2,5 jours de congé, deuxième mois, etc., jusqu'à la fin de la période. Donc rappelons que la période, c'est pas forcément de janvier à décembre, hein, ça peut être la période légale, c'est de juin à mai, mais peu importe, sur une période de 12 mois consécutifs, vous allez avoir un total de 30 jours de congé sur l'année. Je me place maintenant sur une période où le salarié est absent pour accident du travail ou maladie professionnelle. C'est pareil, on va acquérir 2,5 jours chaque mois pour un total de 30 jours sur l'année. L'idée, c'est vraiment de vous prendre les règles les unes après les autres, de vous les étendre en fait sur l'écran et ça va complexifier en fait le système, règle après règle. Vous allez comprendre et vous allez avoir la réponse à beaucoup de questions. Maintenant, je me place sur la maladie non professionnelle. J'acquiers non pas 2,5 jours, mais 2 jours. Ce qui fera un total de 24 jours sur l'année. Jusque-là, pas de problème. Je vais faire glisser ma période. Donc, j'arrive à l'année N+1. Ce qui va me permettre de traiter la règle, un salarié qui n'a pas pu poser tous ses congés au cours de la période de prise de congé pour cause de maladie ou d'accident pourra les reporter pendant un délai de 15 mois à compter de l'information du salarié. Donc, en N+1, j'ai mon salarié qui a travaillé, il a acquis 30 jours. Il a 12 mois pour les poser. J'ai mon salarié qui était en accident du travail, enfin en arrêt pour accident du travail. Ah oui, alors, à chaque fois, sur les périodes, vous continuez à acquérir des jours de congé, évidemment. C'est son importance, vous verrez par la suite. Donc, mon salarié en accident du travail, lui qui a comptabilisé 30 jours sur la période N, revient au premier mois de la période N+1. Je l'informe, faites-le tout de suite. Même si vous avez un délai d'1 mois, faites-le tout de suite. Et là, un délai va commencer à courir de 15 mois. Il pourra poser ces 30 jours sur l'année N+1 et les 3 mois qui suivent.
Je parle maintenant de la maladie non professionnelle. Le compteur est à 24 jours. J'informe le salarié à son retour. Et j'ai un délai de 15 mois qui commence à courir et qui va se terminer à l'année N+2 au 3e mois. Ouais, jusque-là, c'est très très simple en fait. Pour le moment, on va rajouter une règle. Allez, une de plus. Pendant les congés acquis pendant un arrêt maladie supérieur ou égal à 1 an, on a dit que le point du départ du délai était de 15 mois à compter de la fin de la période en cours de laquelle les congés étaient acquis. Donc, c'est le système de décrétage. Par Donc, exemple, nous, notre période en cours chez Agrum, c'est de mai c'est à la juin, en légale, fait, c'est ça, comme hein? tout le monde. Ouais, c'est Ouais. ça, mai à juin. Donc, là, le 1, en fait, c'est le mois de juin chez moi. Ok, ton 1, c'est pas janvier, on est bien d'accord, c'est Ouais, juin. Ok. ouais. Mais je suis dans une entreprise, si la période de congé est différente, ça pourrait être janvier. Bon, on n'a qu'à dire que on est en juin. On est chez Agrum. Donc, je reprends mes compteurs. 24 jours qui ont été acquis sur l'année précédente. À la différence de mon exemple d'avant, en N+1 au premier mois, le salarié n'est pas revenu. Je totalise mes jours acquis, je les mets de côté en quelque sorte. Et là, le délai de 15 mois commence à courir. Et au bout de ce délai de 15 mois, si le salarié n'est pas revenu, ces 24 jours seront perdus. Évidemment, il va continuer à acquérir des jours. Et à la fin de l'année, je vais avoir 24 jours, un nouveau paquet de 24 jours à mettre de côté et sur lequel je vais de nouveau faire courir un délai de 15 mois. Jusqu'à présent, c'est toujours simple. Et évidemment, en N+2, on va continuer à créer des jours. Donc, vous commencez à voir le problème. Hein. C'est que vous allez avoir des compteurs différents sur chaque période d'acquisition de congé. Je continue. Donc maintenant, je me place sur l'année N+3. Donc j'ai une première année d'acquisition, une deuxième année de report. Ça me permet vraiment d'établir, enfin de vous montrer toutes les règles. Et mon salarié, finalement, va commencer à revenir. Donc je suis à la fin de mon schéma précédent. J'ai mes 24 jours qui ont été acquis à la fin de l'année N, qui ont été mis sur la période de report en N+1, et sur lequel ça va déborder sur la période N+3, troisième mois. Et j'ai 24 jours. Ils seront perdus à la fin du troisième mois. N'oubliez pas, hein, chaque mois qui passe, on acquiert 2 jours. Donc sur la période juste de N+2, j'ai 24 jours qui ont été acquis et sur lequel je vais avoir, que je vais devoir traiter. Mon salarié revient en 1. Je vais faire mon information. Cette information n'aura aucun impact sur le premier paquet de 24 jours puisque le délai est en train de courir. Et par contre, cette information va faire démarrer le délai de 15 mois sur mon deuxième paquet. Et je vais continuer à acquérir des jours de congé. Je vais faire exactement le même exemple, sauf que mon salarié ne revient pas en 1, il va revenir en 4. Donc je reprends mon schéma, j'ai mes 24 jours de l'année N qui se baladent depuis 15 mois et qui s'arrêtent ici. J'acquiers des jours de congé hein, sur l'année suivante, j'ai mon petit paquet. Ici, j'ai mon dispositif d'écrêtage qui va commencer à courir pour le N+1 et j'ai 15 mois qui partent. Et j'ai mes jours de congé qui arrivent. Mon salarié revient en 4, je fais mon information. Cette information n'a pas d'impact sur ce compteur puisque ce compteur a disparu. Ici, le délai court, l'information n'a pas d'impact. Et ici, l'information va faire démarrer le délai de 15 mois sur ces 2 jours. En fait, ce n'est pas un délai de 15 mois. Pourquoi ? Si vous regardez bien le texte dit c'est 15 mois pour les jours que le salarié ne pourra pas prendre. Donc en gros, les jours sur lesquels il est malade. Parce qu'il n'est pas le cas, il revient, il peut les prendre. Donc on retourne sur un délai classique de 12 mois. Et on continue à acquérir des congés. Dernière règle, qui finalement n'est pas si compliquée, mais va rajouter une ligne de congé. Quand vous partez en congé, quand vous êtes arrêté pour maladie,
vous êtes en cours de période de travail, donc vous avez déjà des jours au compteur. La loi prévoit que ces jours-là seront répartis sur une période de 15 mois à compter de la date à laquelle l'employeur informe les salariés de ses droits après la reprise de travail. Donc, si je reprends mon schéma de précédent, c'est pas très compliqué en fait. J'ai, là dans mon exemple, 16 jours qui avaient été acquis avant le départ du salarié en congé. Je fais mon information et je renvoie un nouveau délai de 15 mois. Donc, quand vous faites l'information au salarié, je rappelle que vous devez informer à son retour sur le nombre de congés qu'il a acquis et sur la période sur laquelle il peut les poser. Donc, fatalement, vous n'avez pas le choix. Il faudra faire une ligne par période d'acquisition, ou en tout cas de comptabiliser les congés en fonction de leur période de prise, qui ne seront jamais les mêmes. Un dernier cas qu'on n'a pas traité, qu'est-ce qui se passe si le salarié revient? J'ai repris mon exemple précédent. Donc, je suis à un moment où il revient avec un compteur qui est à 24 jours, qui pourra poser jusqu'à mon 3e mois ici de l'année en N+4. J'ai 6 jours qui pourra poser jusqu'à la fin de l'année en cours, et j'ai 16 jours qui pourra poser jusqu'à 15 mois plus tard. Il revient le 1er mois, je fais mon information en lui communiquant cette information. Il travaille pendant 1 mois, il acquiert 2,5 jours de congé et il repart en maladie. Il acquiert 2 jours, il est toujours en maladie au 6e mois, il acquiert 2 jours, il revient. Dans la mesure où ces jours pourront être posés sur la période, je n'ai pas le délai de 15 mois qui va partir à compter de cette information, mais je suis quand même obligé de refaire cette information. Et ainsi de suite. Donc ça vaut finalement pour l'avenir, hein, pour ce qui va se passer demain. Mais aujourd'hui, et d'ailleurs quelqu'un nous pose la question en même temps, qu'est-ce qu'on doit faire pour ceux qui sont sur des situations qui sont en cours, qui sont encore en congé, qui sont en train de revenir, qui sont revenus la semaine dernière, comment on gère cette Alors la loi le prévoit passé, quoi. Ouais, la loi prévoit des dispositions transitoires. On va exposer ici. On a repris le texte exact, donc vous avez là. Enfin, c'est pas exactement le texte. On a enlevé les renvois et mis les dates là où il donnait des explications. Mais c'est les termes exacts. Et sur le tableau, on essaie de le transposer pour vous donner une information claire. La première information est qu'il va falloir distinguer selon les salariés qui sont encore présents dans l'entreprise et ceux qui ont quitté les effectifs. Ceux qui sont présents dans l'entreprise, ils vont pouvoir demander des congés. Donc, on ne va pas monétiser les congés qui ont été acquis pendant les périodes de maladie. Ils doivent les prendre. C'est le principe de la norme européenne, en fait. La norme européenne impose un droit au repos. Donc, on ne monétise pas. La loi prévoit un délai pour agir qui est un délai de forclusion. C'est 2 ans. Donc, en fait, ils ont jusqu'au 2 ans, à partir de la promulgation de la loi. Donc, les salariés concernés ont jusqu'au 23 avril 2026 pour demander la régularisation de leur situation antérieure. Et alors, la loi ne parle pas de prescription à ce niveau-là, mais vraiment, pour que vous compreniez, on l'a assimilé. On va pouvoir remonter jusqu'au 1er décembre 2009, si le salarié était absent depuis cette date-là. Le principe est assez simple, même s'il est exprimé d'une manière extrêmement compliquée. Il faut garantir aux salariés 24 jours ouvrables de congé chaque année. Si ce n'est pas le cas, il faut simplement compléter par rapport aux jours qu'on trouve déjà dans les compteurs. Ça peut faire mal. Ça peut faire mal, mais j'imagine qu'il y a des solutions. En tout cas, tu as probablement des conseils à donner pour éviter que ça fasse trop mal. On n'aura pas de solution miracle. Alors après, il faut être honnête, des salariés qui sont absents depuis 2009 dans une entreprise, c'est quand même pas toutes les entreprises. Mais c'est un coût certain. On a des clients, on parle d'arriérés en millions.
Salariés ayant quitté les effectifs. C'est un petit peu différent. Eux, ils ne vont pas demander des congés, ils vont pouvoir demander le paiement d'une indemnité compensatrice. Le délai pour agir. Alors, il n'y a pas de délai de forclusion tel qu'il est prévu par la loi, mais il va résulter de la prescription triennale. Donc, la prescription étant celle de droit commun qui s'applique en matière de salaire. 3 ans. Vous ne pouvez pas demander des sommes à caractère de salaire plus de 3 ans en arrière. Donc, alors, de manière, on va dire, simplifiée, la dernière date pour demander des congés, ça sera le 23 avril 2027. Évidemment, si vous le demandez le 22 avril, vous n'aurez pas grand-chose à demander. Pardon. Et là, la prescription, on a vraiment la prescription de 3 ans, donc on ne remonte pas en arrière plus de 3 ans. Donc ça, c'est la coordination avec le passé. Quelles actions on peut en tirer? Parlons d'avenir maintenant. D'avenir, on va toujours parler de passé quand même. Alors, les actions pour le futur. Donc, vous avez vu, donc il y a différentes lignes. C'est vraiment la différence qu'on a vue dans les autres webinaires qu'on a pu consulter. En général, je ne sais pas comment les animer, on va dire les avocats ou mes confrères, prévoient un compteur pour les jours de congé traditionnels, classiques, et un compteur pour les jours de congé qu'on va qualifier de congé maladie, congé payé maladie. En fait, sur vos compteurs, ça va être plus complexe que ça. Il faudra un compteur par année d'acquisition pour bien tenir compte des délais dans lesquels ces jours pourront être posés. Très probablement, les prestataires de paye vont incorporer ces règles dans les logiciels. Mais c'est quand même votre responsabilité de veiller à ce que vous allez ensuite avoir sur les bulletins de paye et de les informations que vous allez communiquer aux salariés soient cohérents avec la loi. Donc, première action, veillez à la mise à jour des logiciels de paye dans votre entreprise. Deuxième action conseillée, de bien mettre en place un dispositif d'information des salariés à leur retour de congé maladie. Ce dispositif d'information, la loi vous dit, vous avez 1 mois pour réaliser cette information vis-à-vis du salarié, et cette information peut résulter d'une annotation sur le bulletin de paye. Notre conseil, c'est de ne pas attendre la fin du mois, la remise du bulletin de paye pour communiquer cette information. Pourquoi? Vous avez vu sur les schémas qu'on vous a présentés, il y a une période de 3 mois sur lequel, en fait, on va cumuler des jours de congé sur l'année N-1 N-2 et l'année N-1. Donc, c'est une période sur laquelle le salarié va pouvoir demander beaucoup de jours de congé. Vous avez également une problématique. J'ai peut-être remis en arrière, je n'ai pas précisé. On est là, en fait. Plus précisément, on est là. Oui, on est là. Donc ça, c'est la période de, j'ai envie de dire, de tous les dangers. Mon salarié revient juste derrière, donc il a ses 24 jours, il va avoir 3 mois pour les poser. Et là, il va avoir 24 jours, il va avoir 12 mois pour les poser, sachant, je vous rappelle, il va continuer à acquérir des jours de congé. Donc, vous allez vous retrouver avec un compteur artificiellement plein, trop plein, et surtout 24 jours qu'il va devoir poser tout de suite. Attention, s'il ne les prend pas à la fin de cette période et que c'est l'employeur qui ne l'a pas mis en mesure de les prendre, on va appliquer les règles de droit commun et ces jours vont être reportés. Et ils vont être versés dans le compteur, on va dire, classique. Et être reportés d'année en année si le salarié, de par sa situation, maladie ou trop de travail, ne peut pas les prendre. Donc, il va falloir en fait gérer cette prise de congé tout de suite. Il faut être certain que le salarié bien renseigné, il va les poser. Vous ne voulez certainement pas d'un salarié qui arrive, qui va travailler 15 jours et qui reparte 1 mois en congé. Donc, le conseil, en fait, c'est de réduire cette période au maximum, donc de faire cette information tout de suite et de ne pas de rajouter 1 mois supplémentaire, de gérer la prise de congé immédiatement. Donc, par exemple, dans une note de service, de prévoir les règles, de dire que quelqu'un qui revient de longue maladie et qui a un compteur avec un nombre de jours sur une période à prendre qui est réduite, il les prend tout de suite, par exemple.
De gérer également le moment où il revient. Si vous attendez la fin du bulletin de paye, il revient pour 2 mois. Il y a des périodes qui vont varier. Et les départs, n'oubliez pas, les départs de l'information peuvent également varier. Donc, vous avez tout intérêt à contrôler la date de départ des congés et la période sur laquelle ils peuvent prendre les congés. Je reviens donc sur les actions. Je suis pas sûr que j'étais hyper clair là. Ok. Ça fait, va. il faut vraiment poser. En fait, il faut vraiment poser les schémas là. Je vous ai montré, il faut vraiment les poser et en conditions réelles pour voir quel compteur, à quel niveau de mois vous allez devoir traiter. Et ensuite, c'est d'expliquer dans une note, d'expliquer dans une note, c'est le conseil numéro 3, de la manière dont vous allez gérer les choses. Et de mettre en place un dispositif d'information. C'est pas très compliqué, hein. On parle d'une feuille sur laquelle vous allez rappeler le principe, la loi, pourquoi vous êtes en train de mettre en place cette information et quels sont les effets une fois que cette information a été donnée. C'est une page. Il faut mettre en place ce template qui soit systématisé, sachant que vous allez veiller que votre logiciel de paye vous donne ces informations parce que vous n'allez pas faire des décomptes à la main, c'est juste, ça va être juste l'enfer. Et c'est cet ensemble de ce dispositif mise à jour des logiciels de paye, enfin, avoir un logiciel de paye qui tourne correctement, qui vous donne l'information des congés en temps réel, avoir un dispositif d'information qui vous permet de répercuter cette information immédiatement au salarié à son retour de congé maladie, et d'avoir une note qui va préciser comment les congés vont être posés, c'est important pour éviter demain soit de perdre le fil, de rater une information, un délai qui va mal courir, et derrière, des jours de congé qui pourront être réclamés par le salarié. N'oubliez pas, un salarié qui part, vous allez faire un solde de congé payé, verser une indemnité compensatrice, et si jamais il y a une contestation, ça va être à vous de démontrer la réalité du calcul. Si vous n'avez pas un calcul qui est bien précis, ça peut être compliqué. Dans cette note, en fait, vous allez aussi pouvoir préciser quels jours de congé vont être posés. Le logiciel de paye, en fait, votre salarié, il ne va pas vous dire moi, je voudrais poser les jours du compteur qui est en N-1, s'il vous plaît. Il va poser une vingtaine de jours. Et le logiciel de paye, lui, il ne va pas vous demander à chaque fois quel compteur vous voulez incrémenter. Donc, il va y avoir des règles qui vont être encodées par défaut. Et à mon sens, la règle la plus classique, la plus logique, ce sera de prendre le compteur qui va venir à expiration le plus tôt. C'est quand même pas mal de préciser ces règles dans la note de congé pour éviter demain qu'il y ait des discussions sur les modalités des comptes, surtout s'il y a des compteurs qui sont arrivés à expiration et qui ont entraîné une perte de jours. Ça, c'est pour le futur. Pour le passé, vous allez voir, on est plus simple finalement. Première action, regarder le nombre de salariés qui sont concernés et identifier le nombre de jours, calculer et provisionner. Donc, il faut remonter jusqu'au 1er décembre 2009 pour les salariés qui sont présents et jusqu'à 3 ans en arrière pour les salariés qui ont quitté l'entreprise. Si vous avez des demandes de régularisation, donc on va distinguer pareil si c'est des salariés sortis ou des salariés présents. Si c'est des salariés sortis, vous pouvez invoquer la prescription triennale pour toutes les demandes qui vont être antérieures à 3 ans. On a vu ça chez des confrères, on a trouvé ça plutôt malin, mais bon, ça vaut rien. Et vous pouvez également invoquer l'effet libératoire du solde de tout compte. C'est vraiment une pression psychologique. Juridiquement, ça n'a aucun effet. Le salarié a droit à ses congés. Après, vous faites comme vous. En cas de demande de régularisation de salariés présents, nous, notre conseil, c'est surtout pas de régulariser spontanément. Tout dépend de votre situation. Si c'est quelques jours, vous pouvez le faire évidemment, mais ne vous sentez pas obligé de faire une régularisation spontanée si ça va mettre en difficulté l'entreprise. Le mieux reste toujours de définir une stratégie globale, associer si possible, et si vous le jugez opportun, le représentant du personnel, c'est des sujets qui les concernent, sachant que normalement, ça sera un dispositif d'information et consultation obligatoire dans les entreprises de plus de 50. Et trouver une solution globale. Ça peut être d'organiser un différé, des reports différés de l'arriéré de congés payés. Vous pouvez se faire sur plusieurs périodes, vous pouvez alimenter un CET, tout dépend des situations que vous trouvez dans l'entreprise. Mais
il y a certainement des solutions qui sont meilleures que de tout régulariser. Colomban, je vais faire une parenthèse si ça ne te dérange pas parce que Non. il y a énormément de questions. Il y a des questions qui sont plutôt généralistes, donc Aélis et Cécile y répondent avec grand plaisir. Il y a des questions qui sont du coup très précises sur des cas particuliers que vous rencontrez. Je vous en reparlerai sur la toute fin du webinaire, mais sachez que, évidemment, on ne va pas pouvoir traiter tous les cas immédiatement. Nous, l'objectif, c'est de pouvoir très rapidement, à la suite de ce webinaire, on va vous donner nos coordonnées. Vous puissiez nous solliciter. On va faire un pack extrêmement intéressant financièrement dans lequel vous allez pouvoir avoir une consultation avec un de nos avocats pour échanger justement sur des cas particuliers, sur la mise en place de toutes ces règles et aussi vous accompagner sur cette fameuse rédaction de la note ou la mise à jour d'une existante. Et une autre possibilité plutôt amenée avec de la documentation. Donc, sachez que voilà, on ne va pas pouvoir répondre à toutes vos questions, en tout cas toutes ces questions très précises dans le chat, mais on pourra vous proposer un accompagnement pour aller un petit peu plus loin. N'hésitez pas à nous contacter. Encore une fois, c'est contact@agrum.fr et on pourra vous donner les offres que l'on a établies pour ce cas spécifique. Je vais faire une remarque générale. On a essayé de simplifier les choses et de donner des solutions concrètes. Le texte, il n'est pas clair. Il y a beaucoup de questions qui se posent et il y a des solutions qu'on a prises qui pourraient être challengées, c'est clair. À la sortie de ce genre de texte, il y a forcément un moment de flottement. Donc, chacun a son interprétation des mots qui ont été utilisés. Et même si ces interprétations sont justes, elles pourraient être renversées par la pratique qui va être mise en place, et notamment la pratique des logiciels de paye. Ce qu'on vous a présenté, c'est ce qui nous paraît le plus simple à mettre en place. Et les logiciels de paye, ils ne vont pas faire des miracles. Vous savez pertinemment bien, vous avez les mains dedans tout le temps. La règle qui est utilisée par le logiciel de paye, elle ne va pas forcément correspondre à la règle émise par le législateur. Donc tout ce qui a été dit, enfin pas tout, mais une partie de ce qui a été dit, évidemment, peut être challengé. Eh ben, c'était une très bonne remarque. Et encore une fois, on a aujourd'hui, comme vous le voyez, la compétence juridique du cabinet d'avocats Zest pour vous accompagner si vous avez des questions. On va donc passer au cas pratique. Ce que je te propose, Colomban, c'est de te poser des questions pas du tout préparées à l'avance. Non, pas du tout. Absolument pas, que tu vas découvrir sur vraiment des cas pratiques que vous pourriez rencontrer. Donc, Colomban, une question pour toi sur un premier cas pratique comme ça qui me vient à l'esprit. J'ai un salarié absent depuis 2 ans, donc pour cause de maladie non professionnelle dans ce cas-là. Et ces arrêts sont prolongés, mais périodiquement, et c'est mois après mois. Honnêtement, le retour du salarié me semble improbable. Moi, je suis l'employeur. Qu'est-ce que je dois faire? Voilà, on a un prompt qui écrit tout ça en direct, évidemment. C'était pas préparé, comme on l'a dit. Non, mais fallait pas. Rien, en fait. Rien du tout. En fait, non, vous pouvez rien faire. Il faut juste comptabiliser correctement les jours qui sont acquis pendant ces périodes-là, provisionner, et vous attendez que le salarié soit revienne, même si c'est improbable, il faut attendre que le contrat soit rompu, probablement par une inaptitude. Ah ouais. Ok. Moi, je n'ai rien de plus à dire, Je malheureusement. ne m'attendais pas du tout à cette réponse. Elle me surprend énormément, mais merci pour cette analyse. Est-ce que je peux te poser une autre question? Vas-y, numéro 2, pas préparé du tout non plus. Toujours pas préparé. Attention, là, c'est un petit peu différent. Mon salarié est toujours absent depuis 2 ans pour cause de maladie non professionnelle. Et là, il est déclaré inapte et je le licencie pour ce motif. Ma question, c'est comment je peux calculer le montant de l'indemnité compensatrice de congé payé dans ce cas? Il n'y a rien de compliqué. Vous prenez votre décompte de congé, vous faites attention Alors là, dans mon cas, s'il est bien absent exactement 2 ans, il y a un écrêtage qui va se réaliser. Donc N, la première année, il va acquérir 24 jours. La deuxième année,
Donc, le délai de 15 mois va commencer à courir. Et la deuxième année, il va acquérir 24 jours. Au moment où il va être licencié, donc à la fin de la deuxième année, l'écrêtage de la première année n'est pas encore arrivé à terme. Je rappelle que c'est 15 mois, pas 12 mois. Donc là, je vais avoir 48 jours à payer. C'est ton dernier mot? Oui, C'est 48 jours. je suis en train de calculer. Oui, oui. Non, mais je te dis ça comme si moi j'avais fait un calcul Non, non, différent c'est dans ça, ma c'est tête. 48 jours. Ok, c'est. Alors évidemment, 48 jours, il faut tenir compte des congés qu'il a acquis avant, hein, qui, eux, n'ont pas disparu. Oui, c'est 40. Oui, en Et plus. puisqu'on rappelle que ces congés survivent jusqu'à 15 mois après le moment où vous allez l'informer de ses droits quand il revient. Mais là, comme il n'est pas revenu, bah, le délai n'est jamais couru. Ok, super. Ah, attends, j'ai vu là. Confirmez-vous l'information que les 80% à prendre en compte pour la rémunération concerne seulement la méthode du dixième et non pas le maintien. Oui, évidemment, quand vous, enfin, je dis évidemment, mais on s'est posé la question à trois. Hein. Quand vous regardez le texte, les 80% prennent en compte la période du dixième et à la fin du, je sais pas, non, je l'ai pas sous les yeux. Reprenez bien le texte, il y a un deuxième alinéa qui vous dit que décompte le calcul qui est fait ne peut pas aboutir à un résultat inférieur au salaire que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé. Donc 100%. Ok. Peut-être une autre question, un autre cas Ok. pratique, un petit peu plus compliqué quand même. Alors là, mon salarié, ça fait 4 ans qu'il est absent en raison d'une longue maladie d'origine non professionnelle et il est déclaré inapte l'année dernière. Son contrat a pris fin en début d'année. Je sais pas, c'est bien, tu as les dates en tête, c'est clair pour toi? Ouais, ouais, si j'ai le texte sous les yeux aussi. Ok, ouais. Alors moi, j'ai consulté mon avocat parce que quand même, je voulais m'assurer que j'étais bien accompagnée. Et du coup, j'ai pris en compte 25 jours de congé sur 3 ans et j'ai versé l'indemnité 30 jours. compensatrice. 30 jours, 30 ouvrable. jours, pardon, 30 jours de congé, 30 jours ouvrables même de congé sur 3 ans. Et j'ai versé l'indemnité compensatrice correspondante. Est-ce que je peux lui demander de rembourser la partie dûment payée? Alors, le cas n'est certainement pas d'école, hein, parce qu'on a vu des conseils hein, comme ça comment dire, d'employeurs qui ont été conseillés de régulariser les situations par rapport aux jurisprudences de cours d'appel qui ont été émises. Alors évidemment, bah là, vous avez trop payé, puisque la limite n'est pas à 30 jours ouvrables, mais à 24 jours ouvrables. Et il y a la période de prescription, donc en général, c'est là le résultat des conseils de 3 ans qui est bien actif. Mais n'empêche que vous avez payé un peu trop de jours. Est-il possible de demander le remboursement de la partie indûment payée? Bah, franchement, on s'est un peu creusé la tête, on ne voit pas ce qui empêche. Alors, je ne dis pas que ça marchera, mais par principe, la loi étant rétroactive, rien n'empêche de dire que ces sommes ont été indûment payées et donc d'exercer une action en répétition de l'indu. On ne vous garantit pas que ça marche, mais en tout cas, si vous me posez la question, ça peut être tenté. Ok. Bon, écoute, je Après, c'est tenterai. pour 6 jours. Hein. C'est pour 6 jours x 3, donc quand même 18 jours, c'est pas rien. Bah, disons que oui. Euh, bon, j'ai vraiment pas de chance. J'ai encore un problème. Là, cette fois-ci. Non, mais il y a beaucoup d'absents hein, quand même. C'est incroyable. Mon salarié est absent pendant 2 mois cette année. Un mois pour congé parental et un mois pour maladie non professionnelle. Combien de jours de congé il peut prendre sur la période considérée? Alors, là, on est dans cette situation-là. Donc, c'est les absences, en fait, séquencées, on va dire. Congé parental, bah, il va acquérir 2,5 mois. Et sur la partie maladie non professionnelle, il va acquérir 2 mois. Qu'est-ce que je raconte? Je raconte n'importe quoi. 2,5 jours et 2 jours. Il va revenir. Vous faites l'information obligatoire. Mais comme il va pouvoir poser ses congés, le délai, il est pas de 15 mois, il est de 12 mois. Donc en fait, il n'y a rien qui change, c'est juste le nombre de jours qu'il va acquérir sur la partie où il va être malade, où il va être malade. On s'est posé une question, si je reprenais exactement le même exemple, où un salarié qui va travailler les 15 premiers jours du mois et qui va être en maladie non professionnelle les 15 jours suivants, est-ce qu'on proratise? En gros, est-ce qu'il va acquérir 2,5 jours au prorata des 15 jours travaillés et 2 jours au prorata des 15 jours où il est malade?
n'a pas de réponse. Attention, Colomban, ça s'agite fortement dans le chat. Est-ce que tu as dit acquisition pendant congé parental? Est-ce que tu peux revenir là-dessus et être un petit peu plus clair? J'aurais pas dû prendre cet exemple. Oui, bah du coup, maintenant, il va falloir. Pardon. Oui, non, effectivement. Oubliez ça. On va dire un mois travaillé, un mois pour maladie non professionnelle. Donc 2,5 jours et pourquoi on a mis ça? Je sais absolument pas. Mettez congé maternité au lieu de congé parental. Désolé. Congé maternité et un mois pour maladie non professionnelle. Donc là, je retombe sur mes pattes. En même temps, on n'avait Bon. pas préparé, c'est normal, il peut y avoir des petites erreurs. Oui, non, mais ça, j'aurais pu le voir avant. Donc, désolé, ça m'a un peu Non, déstabilisé. on reprend tout simplement. Donc, le salarié est absent pendant 2 mois et finalement, c'est un mois pour congé maternité, un mois pour maladie non Ouais. professionnelle. Donc, enfin, voilà. Ce qu'on voulait présenter sur cet exemple, c'était les séquences d'absence différentes, et éventuellement matinée de période de travail. Et on peut également avoir ces cas sur un mois considéré. Donc, je reprends mon exemple. 15 jours en arrêt de travail, 15 jours je travaille, j'acquiers donc. Est-ce que je peux considérer que j'acquiers 2 jours au prorata sur mes 15 premiers jours et 2,5 jours au prorata sur mes 15 jours suivants? On n'a pas trouvé d'indication dans la loi, donc pour nous, rien n'empêche de le faire. Après, la jurisprudence prononcera. Vous allez me dire, ouais, mais en général, on arrondit au supérieur, mais si on est sur des périodes répétées sur la période de congé, donc sur 12 mois, vous pouvez avoir quand même un décompte qui va, l'arrondi, vous allez le faire à la fin, au moment où le salarié va prendre ses congés. Donc, vous pouvez quand même avoir des jours en moins si vous travailler au prorata. Ça ne sera pas énorme, hein, mais ça peut être 1, 2 ou 3 jours. Donc, salarié absent depuis 2 ans à la suite d'un accident du travail. Le retour du salarié semble improbable, c'est la même hypothèse que tout à l'heure, sauf que là, il en a été. Que doit faire l'employeur? C'est pareil, hein, rien. Donc, vous comptabilisez, donc avec des règles différentes. Là, il va acquérir 30 jours, pas 25 jours, 24 jours. Et ensuite, on attend soit la fin du contrat à la suite d'une inaptitude, soit un retour du salarié. Vous allez faire une information. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu penses de la façon dont tu as été mise en... Enfin, qu'est-ce que tu penses de cette loi, de ces règles, etc. Vous qui avez beaucoup travaillé dessus là, pour préparer ce webinaire, tu dis que c'était quand même pas, tout n'était pas très clair, quoi. Ce qui fait que ça Franchement, engage beaucoup de questions quand même derrière. alors, bon, on n'a pas été au cœur des discussions parlementaires, hein. On n'a pas, enfin, on a suivi, mais uniquement par la presse, et on ne peut pas consacrer tout notre temps là-dedans, hein. Mais ça nous paraît aberrant. Aberrant qu'une phrase extrêmement simple, une règle européenne extrêmement simple, hein, je rappelle, tout salarié doit avoir 4 semaines de congés payés par an, ait été transposée dans notre système interne par un dispositif pareil. Là, vous vous rendez compte, hein, à partir de 3 règles qui sont quand même relativement simples, on aboutit à des situations qui sont inextricables et on a des cas qui sont pas traités, donc qui vont engendrer de l'insécurité juridique et du travail qui aurait pu être évité. Ce qu'on devine, hein, mais encore une fois, c'est avec un regard assez extérieur, c'est que le droit européen était sur une logique de droit à repos, enfin de droit à loisir, pour être plus précis. Vous avez le droit d'avoir 4 semaines pour vivre votre vie autre que professionnelle par an. Ça, c'est la logique européenne, qui n'est pas exactement la logique française. La logique française, c'est vous travaillez, vous avez des jours pour vous reposer. Et c'est comment dire, c'est la confrontation de ces deux règles, plutôt que d'adopter le point de vue européen en disant, bon, si sur une année, quelle que soit la raison, on constate que le salarié n'a pas eu 4 semaines, et on complète le nombre de jours manquants pour qu'il puisse avoir ces 4 semaines, peu importe qu'il ait été absent pour raison de maladie ou autre. Plutôt que faire ça, on a essayé de tirer notre système interne en disant, dans ces cas-là, on va dire que sur la période, s'il est malade pour une origine non professionnelle, on va faire comme pour l'origine professionnelle, il va acquérir des jours, et puis on va faire des systèmes de report, et puis on met 15 mois. 15 mois, pourquoi on ne s'est pas calé sur 12 mois? Ça aurait enlevé un certain nombre de problèmes quand même.
il y a certainement des raisons, mais ça aurait été quand même beaucoup plus simple de faire autrement. Voilà, enfin, on a l'impression en fait que ça résulte d'une négociation un peu politique où chacun a tiré un fil d'un côté et ça aboutit sur un résultat qui a aucune cohérence. Voilà, c'est encore une fois en toute humilité. Une position, c'est l'impression que ça me donne. Ouais. Je ne veux pas penser de débat politique non plus. Non, non, mais c'est bon, ça vous explique un petit peu pourquoi nous, on a essayé aussi de simplifier un petit au maximum en fait le système pour pouvoir amener des réponses le plus claires possible. Et c'est aussi ce qu'on appliquera si demain on doit vous accompagner ou vous conseiller sur des sujets de ce type-là, c'est d'essayer de faire en sorte que ce soit le plus clair possible dans en effet cette usine à gaz, comme vous le dites hein, sur le chat. Euh, et ça va, c'est pas simple. Et on va évidemment à Grume, enfin, on va nous s'organiser, on se forme pour pouvoir répondre à un maximum de questions. Euh, Encore une fois, comme je vous le disais pendant ce webinaire, l'objectif c'est aussi de pouvoir vous permettre de nous solliciter sur de la consultation. Enfin, nous solliciter le cabinet d'avocats, je parle de Zest Avocat, qui vous accompagnera sur des cas particuliers ou même sur la mise en place générale et sur la rédaction de cette note et également sur la possibilité d'obtenir la documentation technique avec un dispositif mois par mois pour gérer le retour des arrêts maladie, pour vraiment vous accompagner comme un guide en fait, et les modèles de notes à utiliser. Colomban, écoute, il reste quelques minutes si tu veux regarder des questions qui tournent un petit peu dans le chat. Alors, beaucoup ont été répondus. Peut-être prendre une question le plus généraliste possible. Ouais. S'il y a un truc à retenir, hein, vraiment, c'est appliquer bien les règles compteur par compteur. Il faut distinguer chaque compteur chaque année, en fait. Hein. C'est vraiment un point important. J'ai une question, en fait, on s'était posé la question il n'y a pas longtemps et je vais répondre tout de suite. Salima Boukafa qui nous dit pour un salarié en arrêt maladie non pro depuis plusieurs années qui sort au 1er juin 2024, n'y a-t-il que 24 jours à payer? Eh ben non. La loi est un peu confuse hein, sur ce point-là, mais pour nous, il faut garantir 24 jours par année, quelle que soit la situation. Donc, si le salarié a bénéficié de certains jours, certaines années, vous n'allez faire que compléter ces 24 jours. Je ne sais pas s'il est revenu, par exemple. Mais vous pouvez pas considérer qu'il y a un écrêtage chaque année et que les 24 jours disparaissent à chaque fois. Une autre question. Et oui, Colomban, oui. C'est vrai. Est-ce que tu as parlé de la valorisation de ces congés payés ou pas? Ouais, mais je suis avocat droit du travail, je suis pas en paye. Alors, attention, hein, je parle sous le contrôle de tous les gestionnaires de paye qui sont là. Pour nous, en fait, il y a quelques petites règles hein, précises, hein, notamment sur la période sur les 80% qu'on a évoqué tout à l'heure. Mais grosso modo, il n'y a pas vraiment de discussion sur la valorisation des congés, hein, ce qui nous concerne. Ça se paye à peu près de la même manière que des congés normaux. Avec quand même un point, hein, c'est qu'il ne faut pas oublier, le principe, c'est que ces congés ne doivent pas être payés pour les salariés qui sont présents dans l'entreprise. Donc, quoi qu'il arrive, vous allez vous retrouver dans des situations où il va falloir les traiter et ils ne pourront pas forcément être pris. Donc, ils vont soit se retrouver dans des compteurs, on va dire, classiques, parce qu'on va arriver en fin de période, le salarié va vouloir les poser, l'employeur va dire non, et dans ces cas-là, ils vont être reversés dans un compteur classique. Soit vous allez traiter les choses différemment, ça va être versé sur un CET. Et là, vous pourrez vous poser vraiment la question de l'évaluation, ou alors vous allez les étaler. Si vous les étalez, ils vont être pris à une période où le salarié va avoir un salaire qui va être différent du moment où il va les avoir acquis. Donc, sur la valorisation, elle va dépendre du salaire. Le CET, c'est vraiment la question qui va se poser si vous en avez un, parce que, voilà, en gros, il faudra regarder les règles qui sont présentes dans votre CET et a priori, c'est celles-là qui vont primer. C'est un point qu'il faut qu'on creuse aussi. Je rebondis juste sur le dernier commentaire à Dan Paco. Merci hein, d'abord pour ce petit encouragement. On parle de simplification du bulletin de paye. Ouais.
Vous dites que vous êtes ça n'arrête pas de sauter. On est aux antipodes donc des principes de simplification. Moi, j'irai un peu plus loin. On est aux antipodes comment dire de la des économies que le gouvernement cherche à faire. Quand on voit en fait ce qui est fait, le travail qui est voulu par le gouvernement sur l'assurance chômage, euh, donc sans rentrer dans les considérations politiques, hein, mais qui sont reprendre les règles encore une fois, juste pour faire quelques économies de bout de chandelle, sur un dispositif de congé. Là, on fait porter sur la charge des entreprises des congés qui vont être monétisés à des sommes qui sont relativement importantes et voire très importantes dans certains cas, grandes entreprises, ou des caisses de congés BTP par exemple. On a encore une fois eu la volonté de faire un format très court et enfin, le plus clair possible pour revenir vraiment sur ce qu'il faut retenir de tout ça et de cette application. On est à votre disposition pour continuer de vous accompagner si besoin. Vous avez nos coordonnées à l'écran. Vous recevrez bien évidemment tous un mail avec du contenu. On va travailler pour récupérer également le chat. Je vous remercie tous. Je remercie également Cécile et Aélys qui ont œuvré pour répondre à toutes vos questions, enfin le plus vite possible sur le chat. Et voilà, je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à très bientôt pour un prochain webinaire. Colomban, tu Au peux dire revoir à à très tous. bientôt aussi.